Quand tous les nouveaux bitcoins seront minés, il y aura toujours des commissions et des frais de transaction. Donc les frais passeront de quelques dollars aujourd'hui à 30 dollars, puis 300 dollars, puis 3000 dollars, puis à 30 000 dollars, puis même 300 000 dollars. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que le minage s'arrêtera un jour. Le matériel, c'est un investissement irréversible. Il y aura toujours des gens qui voudront miner du bitcoin et il y aura toujours un marché pour le matériel de minage. Nous savons tous que chaque nouveau bitcoin créé est offert aux mineurs en récompense de la dépense énergétique qu'ils fournissent pour sécuriser le réseau. Mais nous savons également qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins qui seront créés. Ce qui veut dire qu'un jour, il n'y aura plus de nouveaux bitcoins créés pour rémunérer ces mineurs. Mais alors, que se passera-t-il lorsque cela arrivera ? Les mineurs auront-ils toujours un intérêt à sécuriser le réseau ? Comment le réseau continuera-t-il d'être sécurisé si les mineurs venaient à ne plus faire leur travail ? Dans cet extrait d'interview, Michael Saylor nous explique comment les frais de transaction finiront par remplacer les récompenses de blocs qui rémunèrent actuellement les mineurs. Comment ces frais qui semblent bien trop petits aujourd'hui évolueront dans les prochaines années et pourquoi, quoi qu'il arrive, les mineurs auront toujours un intérêt à participer à la sécurisation du réseau. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un like pour soutenir notre travail. Bon visionnage. Bitcoin est sécurisé grâce à un réseau massif, diversifié et décentralisé de centres de données, que nous appelons des mineurs. Ils augmentent le taux de hachage de manière significative pour sécuriser le réseau. Et ces mineurs sont rémunérés par la récompense de blocs, payés en Bitcoin, et également par les frais de transaction. La plupart des récompenses de blocs seront épuisées au bout des 30 premières années du réseau, donc depuis 2009 et jusqu'à 2035. Donc d'ici 2035, 99% des bitcoins auront été minés. Donc cette récompense diminue, mais les frais de transaction augmentent, car l'espace de blocs est limité. On peut traiter environ 30 000 transactions par heure. Donc si vous voulez déplacer de l'argent ou effectuer une transaction, il faut soumettre une offre afin d'être inclus dans le prochain bloc. Et les utilisateurs doivent surenchérir pour y parvenir. Car plus il y a de personnes sur le réseau, plus il y a de demandes pour la bande passante des transactions. Maintenant, seriez-vous prêt à payer pour vendre l'équivalent de 10 millions de dollars d'immobilier à New York aujourd'hui ? Vous pourriez payer probablement jusqu'à 1 million de dollars en frais de transaction. Il y a un système de frais de transaction pour l'immobilier et il fonctionne très bien, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de récompense de bloc pour l'immobilier. Les agents immobiliers ne reçoivent pas de l'immobilier gratuit toutes les 10 minutes pour faire leur travail. Ils sont rémunérés sur la base d'une commission. Et c'est pareil sur les marchés financiers. Quand tous les nouveaux bitcoins seront minés, il y aura toujours des commissions et des frais de transaction. De plus, l'espace disponible pour les transactions est très limité. Donc les frais passeront de quelques dollars aujourd'hui à 30 dollars, puis 300 dollars, puis 3000 dollars, puis à 30 000 dollars, puis même 300 000 dollars. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que le minage s'arrêtera un jour. Par contre, il deviendra plus efficient. Actuellement, nous avons une classe d'actifs de 1000 milliards de dollars. Et les mineurs de Bitcoin sont payés 10 milliards de dollars par an. Ce qui veut dire que le coût de la sécurité du réseau représente environ 1% de la valeur stockée chaque année. Ce pourcentage de frais tendra à diminuer à l'avenir. Le coût de 1% qui permet la sécurité du réseau aujourd'hui passera probablement à 0,5%, 0,3%, 0,25%, puis 0,1%. Mais il n'y a aucune raison pour que les revenus des mineurs, eux, ne continuent pas à augmenter tant que la valeur qui est protégée augmente. Mais de toute façon, il y aura toujours une incitation à utiliser les machines de minage, même si les frais de transaction ne sont pas élevés. Car une fois que vous avez investi 100 millions de dollars dans du matériel de minage de Bitcoin, c'est un coût irrécupérable. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose. Si votre électricité est gratuite et que vous avez pour 100 millions de dollars de matériel de minage, peu importe combien vous gagnez à côté, que ce soit 10 ou 100 millions par an, vous exploiterez votre matériel même s'il vous rapporte seulement 1 million. Vous le ferez fonctionner même avec un prix 99% inférieur. Car 1 million par an, c'est toujours mieux que rien, sachant que l'électricité ne vous coûte rien. Un tiers de toute l'électricité dans le monde est sans valeur. Elle est gaspillée, inutilisée. Nous avons trop d'énergie. Si vous avez un barrage et que personne ne veut acheter l'électricité qu'il produit, soit vous laissez couler l'eau du barrage pour rien, soit vous pouvez miner du Bitcoin. Tout le génie du réseau réside dans le fait que tous ceux qui se lancent dans le minage de Bitcoin effectuent une opération à sens unique. Quand vous investissez 1 milliard de dollars dans le minage de Bitcoin, vous ne pouvez pas récupérer votre argent. Vous pouvez faire faillite. Le déteneur de capitaux propres peut faire faillite. Et le créancier qui récupère le matériel de Bitcoin peut faire faillite à son tour. Ensuite, le déteneur de la dette peut faire faillite également.
Et là, la compagnie d'électricité qui fournissait l'énergie prend le contrôle. Puis la compagnie d'électricité peut faire faillite aussi, et dans ce cas, c'est l'État souverain qui la récupérera. Vous savez, les compagnies d'électricité ne font jamais faillite. Elles sont soit détenues par un État, soit par un pays peut-être. Mais les gens veulent de l'électricité, et donc ils continueront à les faire fonctionner. Il n'y a aucun moyen de les arrêter. Et c'est pour ça que même lors d'un hiver crypto ou d'un bear market, le taux de hachage continue d'augmenter. C'est un investissement à long terme, avec un cycle naturel de 8 à 10 ans. En général, 8 ans après la baisse du marché, l'équipement commence à s'user. Mais même si l'équipement s'use, par exemple, imaginons que des personnes ont acheté du matériel de minage de Bitcoin pour 10 000 $ au sommet du marché haussier. Puis les prix ont chuté et ils ont acheté le même équipement pour 1 500 $. Le prix de l'équipement a donc diminué de 90%. Mais dans ce cas, le prix de l'électricité, lui, tombera à zéro. Et pourquoi est-ce qu'il tombera à zéro? Eh bien, tous ceux qui minent avec de l'électricité coûteuse feront faillite. Lorsque cela arrive, où va leur matériel? Ils migrent vers le prochain acheteur. Et qui est cet acheteur du dernier recours? Quelqu'un qui dispose d'une électricité gratuite. Il existe même des endroits où l'électricité a un coût négatif, où les gens vous paieront pour prendre cette électricité. Cela arrive avec les réseaux solaires et éoliens par exemple. Lorsque le soleil brille ou que le vent souffle, le réseau est surchargé, à moins que quelqu'un ne prenne cette électricité. Il y aura toujours des gens qui voudront miner du Bitcoin et il y aura toujours un marché pour le matériel de minage. Vous voulez envisager le pire des scénarios? Ok, imaginez qu'en 10 ans, tout le matériel de minage de Bitcoin devienne obsolète. Que se passerait-il? Eh bien, les grands fabricants de semi-conducteurs comme Bitmain par exemple ont déjà des spécifications techniques. Ils continueront donc à vendre ces équipements avec une marge de 3%. Pensez au coût d'une puce 386 ou d'un ordinateur vieux de 30 ans. À un moment donné, on peut les fabriquer pour seulement 5% de leur coût initial. Cela devient incroyablement bon marché, à tel point qu'on met aujourd'hui des puces dans des cartes de vœux. Si vous suivez cette tendance de la loi de Moore et de la baisse des coûts de fabrication, la réalité, c'est que certaines choses, comme les armes à feu, deviennent extrêmement bon marché. Vous pouvez obtenir une arme fonctionnelle pour 100 $. Ce que nous avons ici, c'est un réseau sécurisé par la technologie. Et cette technologie évolue dans une seule direction. Le matériel, c'est un investissement irréversible. Une fois que vous savez fabriquer un circuit intégré ou un dispositif explosif, vous ne pouvez pas désapprendre cette connaissance. Mais maintenant que vous savez comment le fabriquer et que vous le possédez, qu'en faites-vous? Il n'y a qu'une seule chose à faire, fournir la sécurité du réseau Bitcoin. C'est un design technologique brillant, car il incite tant d'ingénieurs à investir d'énormes sommes d'argent simplement pour défendre mes droits économiques contre ceux qui voudraient les violer. L'alignement des intérêts et des incitations de chaque acteur dans l'écosystème, en passant par les mineurs aux producteurs de matériel, des États aux entreprises, des développeurs aux utilisateurs, rend l'ingénierie de Bitcoin fascinante. Tout semble fait pour que le système fonctionne et se développe par lui-même, comme une sorte de mouvement autonome qui serait lancé et inarrêtable. Cet ensemble de coïncidences et d'alignements est tellement complexe qu'il paraît presque impossible qu'une seule personne ait pu envisager et prévoir chacune d'entre elles. C'est pour cette raison que certaines personnes disent que Bitcoin est une découverte plus qu'une création. Satoshi n'aurait pas prévu et élaboré chaque mécanisme sous-jacent à cette technologie, mais ce serait plutôt la conséquence d'une découverte qui nous donne accès à cette technologie. Si vous souhaitez découvrir d'autres mécanismes fascinants qui favorisent l'adoption et le fonctionnement de Bitcoin, vous pouvez visionner cette vidéo dans laquelle Alex Gladstein, CEO de la Human Rights Foundation, nous explique comment Bitcoin aligne les intérêts des utilisateurs pour s'auto-imposer comme un outil de liberté. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.